Bien, eh bien, si vous le voulez bien, nous allons reprendre pour la dernière conférence de cette journée. Elle sera prononcée par M. Antoine Compagnon, professeur ici même, qui va nous parler donc de Paul Hazard transatlantique. Donc, je vous remercie encore d'avoir accepté. Merci. Alors, quand Alexandre de Vitry, que je ne vois plus, mais qui arrive, qui va arriver, quand il m'a parlé de ce colloque, il y a à peu près un an, de votre projet, qui m'a consulté à ce sujet, il m'a demandé, enfin, on a parlé de ce qui pourrait figurer dans ces journées, et disons que du point de vue du littéraire, de l'histoire littéraire française, je lui ai dit qu'il y avait deux noms qui me semblaient s'imposer, deux œuvres qu'il convenait d'évoquer dans ces journées. C'était celle de Paul Hazard et de Paul Bénichou. Bon, il se trouve qu'en conclusion, il a parlé de Paul Bénichou et je parlerai de Paul Hazard, peut-être parce qu'il n'a trouvé personne d'autre qui puisse s'intéresser à ces deux auteurs. Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous parler de Paul Hazard. Je ne sais pas s'il s'agira d'histoire des idées, d'histoire littéraire. Ça sera un petit peu de l'ordre d'une déambulation à travers Paul Hazard. Et de mes rencontres avec Paul Hazard, qui, à la différence d'Isaiah Berlin ou de Paul Bénichou, n'ont pas eu lieu réellement. Mais comme tous les jeunes gens de ma génération, enfin quand ils étaient des jeunes gens, j'ai lu Paul Hazard avec passion. La crise, soudain le titre m'échappe, la crise de la conscience européenne, je l'ai lu avec passion quand ce livre a été publié dans une édition de poche, dans la collection Idées des éditions Gallimard, et c'était en 1968. J'avais donc 17 ans, et je l'ai lu avec l'enthousiasme avec lequel on lit un roman d'aventure qui avait un héros. Ce héros, c'était la modernité, la raison, la libre pensée. Et ce livre est conçu comme un drame ou peut-être comme une comédie. J'ai dit c'est un roman, mais c'est aussi un grand théâtre, en deux parties. La crise, 2 volumes, la crise et la résolution de la crise dans la définition d'une nouvelle mentalité. C'est donc un livre que je n'ai pas beaucoup relu depuis 1968, mais dont la trace est certainement restée très marquante pour moi, et je crois comme beaucoup de ma génération. Et voici quelques passages qui montrent bien le côté romanesque ou dramatique de cette construction. Quand Paul Hazard écrit « Les caractères des grands acteurs que nous avons étudiés jusqu'ici sont relativement simples. Ce sont des rebelles nés. » Il s'intéresse aux rebelles de la pensée. Ils ne respirent à l'aise que dans l'opposition. Et on pouvait s'identifier à ce type de rebelles nés de la pensée. Nous avons faim, écrit-il un peu plus loin, jusqu'ici de ne voir sur le théâtre du monde, et je dis c'est une dramatisation de cette pensée que ce livre, que les rationaux, comme il les appelle. Et en effet, c'est l'époque où ils passent sur le devant de la scène, où ils occupent les grands premiers rôles, exigeants, bruyants. Ces métaphores du théâtre parcourent le livre, ce théâtre de la pensée, avec ces grands rôles de rebelles. Et Daniel Mornay, dont j'aurai l'occasion de reparler, puisque voilà peut-être le 3e grand historien français des idées, l'auteur des origines intellectuelles de la Révolution française, exact contemporain et condisciple à l'École normale supérieure de Paul Hazard, écrit aussitôt un compte-rendu de la crise de la conscience européenne en 1935, dans lequel c'est l'ouvrage d'un ami, mais sa critique, et j'y reviendrai, est parfois sévère. L'ouvrage est tout pénétré de cette qualité indispensable, le mouvement. On n'a pas
à suivre la pensée de l'auteur, même claire, c'est la pensée qui vous porte, qui vous entraîne, comme par une force irrésistible. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 17 ans. Ce mouvement a, je crois, le droit d'être plus ou moins abstrait. Monsieur Hazard l'a voulu pathétique et coloré. Et il y a évidemment une dimension critique dans ce pathétique et coloré. C'est à une sorte de drame que nous assistons. Image qui est dans le livre même, avec ses péripéties, ses batailles, ses dénouements. Les acteurs n'en sont pas seulement des idées, ce théâtre de la pensée qui est mis en scène, mais quand il convient, les créateurs d'idées eux-mêmes, avec leur tempérament, ou même leurs allures et leurs gestes. Mais, comme Daniel Mornay le laisse entendre, il n'y a ni psychologie, ni biographie dans ce livre. Ce sont vraiment les idées qui sont les acteurs. Je dirais que cet enthousiasme que j'ai eu à lire le livre de Paul Hazard en 1968, c'est un enthousiasme que j'ai sans doute retrouvé quelques années plus tard, en 1970, quand j'ai lu Les mots et les choses de Michel Foucault. Et je ne fais pas cette comparaison par hasard et j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est donc le premier point d'entrée dans ce sujet. Le second point d'entrée, c'est celui qui est contenu dans ce titre, Paul Hazard, transatlantique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à d'autres occasions comme transatlantique, d'abord à l'improviste. C'est lorsque j'ai fait, il y a quelques années, cette recherche sur Bernard Failly, professeur au Collège de France, qui, lui aussi, appartient à cette tradition de l'histoire des idées avec Mornay et Hazard, et qui était un transatlantique dès le lendemain de la guerre, puisqu'il est parti à Harvard en 1919 et qu'il a ensuite enseigné à Columbia, et que c'est lui qui a fait venir Paul Hazard aux États-Unis. Je vous rappelle ici une courte généalogie, une courte tradition, vous pouvez regarder, de quelques noms qui représentent cette histoire littéraire à la française et dans sa dimension comparatiste, puisqu'il y a un point que nous n'avons peut-être pas encore évoqué jusqu'ici et qui me semble très important, qui est le rapport de l'histoire des idées et de la littérature comparée, puisque c'est à travers la littérature comparée que l'histoire des idées a eu une place institutionnelle en France. Et nous parlions de Bénichou tout à l'heure. Bénichou, à Harvard, était en littérature comparée, je le rappelais dans la conversation. Il n'était pas en Romance, Languages and Literatures, il était en littérature comparée. Ça veut dire un cercle intellectuel qui est tout différent, un cercle d'interaction. Voici quelques-uns de ces noms où vous retrouvez, en effet, les fondateurs de la littérature comparée à la française, qui sont traditionnellement Fernand Baldensperger pour l'Europe du Nord, Paul Hazard pour l'Europe du Midi, l'Europe méridionale, et puis Paul Van Tieghem, dont j'aurai l'occasion de reparler encore, et vous voyez les quelques générations qui sont là. Je repartirai donc de Bernard Failly, qui préparait en 1919 à Harvard une thèse sur les relations littéraires entre l'Amérique et la France de 1775 à 1850. Donc, sujet comparatiste et sujet d'histoire des idées, et qui se réclamait à l'époque de son maître pour partir à Harvard, Gustave Lanson. C'était donc un spécialiste des Lumières, un comparatiste, et il a soutenu sa thèse en 1925 sur l'esprit révolutionnaire en France et aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une thèse d'histoire des idées politiques. Et là aussi, on est à la frontière de la littérature comparée et des idées politiques. Et cette thèse a été publiée chez Champion dans la nouvelle bibliothèque de la revue de littérature comparée, qui est le noyau de l'histoire des idées, bibliothèque de la revue de littérature comparée, qui est dirigée par Fernand Baldensperger et Paul Hazard, le Nord et le Midi. Et cette thèse est souvent citée, et c'est une thèse très précoce d'histoire des idées politiques. Elle est publiée en 1925, et elle est citée largement par Daniel Mornay,
que j'ai déjà évoqué dans ses classiques Origines intellectuelles de la Révolution française, dont la date m'échappe, mais je vous la donnerai tout à l'heure, 1933, Origines intellectuelles de la Révolution française. Et donc là, une connexion assez forte entre ces individualités, et du reste, c'est Paul Hazard qui a présenté Bernard Failly au Collège de France en 1931. Et là aussi, il y avait une correspondance entre Paul Hazard, qui avait une chaire sur le Midi et l'Amérique latine, et Bernard Failly, qui avait une chaire sur la civilisation américaine, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe du Midi. Il y a une connexion très forte qui s'est instituée là. Et alors, c'est peut-être l'entrée sur laquelle j'étais tombé à propos de ces recherches sur Bernard Failly, sur leur rencontre qui a précisément eu lieu à l'université Columbia en 1923, où Bernard Failly était instructeur, encore jeune, et où il avait organisé à l'été 1923 une grande séance qui a compté dans l'université, dans la ville de New York, pour longtemps. Voici quelques articles du New York Times qui en parlent. Columbia attracts scholars of world. À l'époque, quand il y avait quelques invités, ça méritait toute une série d'articles dans le New York Times. Quelques jours plus tard, Columbia is ready for record session. C'était donc une session d'été avec quelques étoiles européennes, les stars, European stars. French at Columbia. C'est toujours le New York Times qui en parle. Columbia elated by summer school, à la fin de ce mois de cours. Et voici la brochette des luminaries qui ont fait cette session d'été. Et c'est intéressant de voir qui est là. Je ne sais pas si vous pouvez lire la légende. The group of foreign professors who taught at the 1923 summer session, seated left to right, Joseph Bédier, qui est à l'époque au Collège de France, le grand médiéviste, à côté de lui Raoul Blanchard, l'historien, et puis Prezzolini. Prezzolini, ça dira quelque chose aux italianistes, un grand intellectuel qui a un destin intéressant. Et puis, à droite, assis au bout, Paul Hazard. Et derrière eux, un italianiste de Columbia. À sa droite, c'est Raoul Blanchard, le géographe, qui est en haut, Émile Bourgeois, l'historien, en bas. Et puis, à sa droite, vous avez Édouard Leroy, qui est donc le successeur de Bergson et le professeur ici, et puis le directeur du département de français de Columbia. Voilà, je crois, à un moment où beaucoup de choses se sont faites. Voici les mêmes dans un autre ordre, devant l'un des bâtiments de Columbia. Et le cours de Paul Hazard, il faisait des grands cours sur la littérature, le cours de Paul Hazard portait sur le romantisme à Columbia durant cet été. Il a suscité beaucoup d'enthousiasme. On ne voit pas Bernard Failly sur les photos, peut-être parce qu'il les prenait, je ne sais pas, mais en tout cas, il était plus jeune, c'était lui qui avait organisé ces séances. À son retour, Paul Hazard a publié dans la revue des Deux Mondes un grand article, 6 professeurs français à l'université Columbia, qui est assez intéressant, où il dit, par exemple, il remarque les différences de pédagogie entre la France et les États-Unis. Il fait chaud, fille de l'étiquette, l'Institut enseigne en col mou, la Sorbonne, après quelques résistances, fait son cours sans gilet, seule l'Académie française résiste. Donc, je suppose que Bédier n'avait pas tombé la veste. Il en est résulté une très grande et très longue collaboration de Paul Hazard transatlantique avec les universités américaines et notamment Columbia. Et je crois qu'il faut dire un mot à ce propos, puisque ça nous montre qui était cette personnalité. Il avait été invité dès 1914 à l'université de Columbia, qui avait un échange de chaires avec l'université de Paris. Et cet échange de chaires est très important. Il a commencé en 1911-1912, très important. Il était organisé entre Louis Liard,
qui était le recteur de l'Académie de Paris et le président de Columbia, considéré comme l'université de New York. Et le but était de contrer l'influence allemande aux États-Unis. Et il y avait une chaire Kaiser Wilhelm à l'université, et la France a voulu créer cette chaire. C'est une chaire qui a eu un grand succès. Le premier titulaire en a été Lançon, le second Bergson. C'est un voyage célèbre, très célèbre de Bergson aux États-Unis en 1912-1913. Le troisième titulaire, le physicien Jean Perrin. Et la quatrième année, en 1415, Liard avait nommé Paul Hazard. C'était vraiment un saut de génération. C'était quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus jeune à ce moment-là. Bien sûr, il n'a pas pu y aller parce qu'il a été mobilisé pour 5 ans de guerre. Son élection au Collège de France a donc eu lieu peu après cette session de 1923 à Columbia. Et bien sûr, certains d'entre vous savent que l'un des grands manuels de littérature française était le Bédier-Hazard, Histoire illustrée de la littérature française, publié en 1923, dans lequel les volumes dans lesquels Paul Hazard avait parlé de la même période, Révolution, Empire, pré-romantisme et romantisme, ce qui était sa spécialité. Un mot de cette élection, puisqu'elle nous montre bien que l'histoire des idées est en effet indissociable de la littérature comparée dans le contexte français. Dans cette élection qui a lieu en 1925 au Collège de France, s'affrontent en vérité 2 comparatistes. Paul Van Thieghem, dont j'ai déjà parlé, qui est présenté par Abel Lefranc, et Paul Hazard, qui est présenté par Édouard Leroy, le successeur de Bergson. Et dans les 2 rapports, il est en effet largement question de la définition de l'histoire des idées et de la littérature comparée. Lefranc, dont il a été question hier, je ne sais plus très bien dans quel contexte, j'ai oublié, à propos de Gilson, et de Lefranc, cet anticlérical qui interprétait Rabelais de manière rationaliste. Lefranc présente donc Van Thieghem en disant que son objet, ce sont les grands faits littéraires internationaux, tels que pétrarchisme, humanisme, rationalisme, lumière. Il parle des états d'esprit collectifs. La littérature comparée a comme objet les états d'esprit collectifs, ou encore l'histoire des idées historiques et morales. C'est donc ainsi qu'est définie la littérature comparée en 1925. Édouard Leroy, lui, présente Paul Hazard, et alors là, une très longue partie du rapport est consacrée à la guerre de Paul Hazard. Paul Hazard a fait 5 ans de guerre, à la différence de Van Thieghem, qui avait quelques années de plus et qui n'a donc pas été mobilisé. 5 années de guerre, Légion d'honneur, croix de guerre, citation à l'ordre de l'armée, etc. Il évoque son élégance aimable et le tact diplomatique dont il a fait preuve lors du séjour d'études à Columbia, et le présente comme quelqu'un qui a rendu d'éminents services à la cause française. Enfin, il lit une lettre de Lançon, qui est indiscutablement l'autorité et le fondateur de l'histoire littéraire française, comme de l'histoire comparée, Lançon qu'il définit comme un professeur de premier ordre, à la fois érudit et lettré, homme de goût et grand travailleur, capable de recherche minutieuse et de large synthèse. Et puis il réfléchit à cette formule « histoire comparée », puisque l'un propose une chaire qui est intitulée « Histoire comparée des littératures modernes », l'autre « Histoire des littératures comparées de l'Europe méridionale et de l'Amérique latine ». Et Leroy dit, dans « Histoire comparée », on peut mettre l'accent soit sur la comparaison, soit sur l'histoire. Et c'est une attaque de ceux qui mettent l'accent sur la comparaison. L'essentiel, d'un côté, est la comparaison, comme, dit-il, une conception statique sans interprétation organique. Critique de l'autre proposition, à laquelle manque l'étude du moment créateur. Il s'agit donc d'aller vers une méthode historique pour laquelle
cette histoire des littératures comparées sera partie de l'histoire littéraire, et il donne en effet tout un programme qui, d'une certaine façon, correspond à ce que fera plus tard Paul Hazard dans ses ouvrages et dans son enseignement. Et c'est donc cette chaire qui est approuvée à une assez large majorité. Un mot de la suite de ce transatlantisme, puisque Paul Hazard, qui avait eu clairement un grand succès en 1923, est retourné pratiquement tous les ans aux États-Unis jusqu'en 1940. Tous les ans, une partie de sa vie a été là. 1 an sur 2 à Columbia. Vous voyez la liste là, des professeurs invités chaque année de France. Il y avait une chaire régulière. Et vous voyez qu'à partir de 1932, c'est toujours Paul Hazard qui est invité tous les 2 ans, fait un séjour. Et quand il ne peut pas venir, il dit qu'il est par exemple en train d'écrire son livre sur les grands courants de la pensée européenne au XVIIIe siècle. C'est intéressant de noter que c'est le titre sous lequel il annonce la crise de la conscience européenne. C'est un livre sur les grands courants. Avant de trouver ce titre sur la crise de la conscience, c'est un titre sur... Le titre est « Les grands courants de la pensée européenne au XVIIIe siècle ». Et lorsqu'il ne peut pas venir, en une année où il ne peut pas venir, il donne des conseils au président de l'université qui sont assez intéressants, que je vous lis. Parmi les jeunes, Jean Prévost, qui vient de manquer de peu le prix Goncourt, est plein de vigueur et de flamme. Il a un beau talent de romancier. Il vient de faire une expérience professorale en Angleterre à Cambridge. Invité Jean Prévost en 1932, c'eût été assez intéressant. Et l'autre proposition qu'il fait, à laquelle il tient le plus, et je crois qu'il faut la retenir parce qu'elle importe aussi dans la définition de cette histoire des idées, ce serait un coup de maître que d'avoir Paul Valéry pour quelques mois. Je ne sais s'il serait disposé à quitter Paris, mais si vous le jugez utile, je serai disposé à le sonder au préalable. Et alors je crois qu'il faut insister un petit peu sur cette complicité Paul Hazard, Paul Valéry. Comme on le sait, Paul Valéry sera élu au Collège de France quelques années plus tard, en 1936, et on en voit là les premiers jalons. Et puis d'autre part, j'y reviendrai dans un moment, mais quand on s'interroge sur le titre choisi par Paul Hazard, la crise de la conscience européenne, eh bien c'est un titre qui est clairement démarqué de Paul Valéry. La crise de l'esprit. La crise de l'esprit et la crise de la conscience européenne, ce sont 2 titres qui sont traduits en anglais sous le même titre. The Crisis of the Mind et The Crisis of the European Mind. Les 2 traductions, on retrouve le terme mind en anglais pour les 2 titres. Donc il y a évidemment une très grande proximité, Paul Hazard, Paul Valéry. Vous le voyez, il est retourné très très souvent aux États-Unis, non seulement à Columbia, mais à Chicago, mais à Harvard, dans toutes les universités pendant ces années. Et clairement, il y a eu un déplacement, puisqu'au départ, il était un italianiste. Sa thèse est sur la Révolution française et les lettres italiennes. C'est un italianiste, spécialiste donc, de l'Italie du Midi, dont l'inflexion, à partir de ce moment-là, et c'est ça aussi qui explique que ce livre, La crise de la conscience européenne, soit un livre dont l'ensemble des cultures évoquées est extrêmement riche, puisque c'est à la fois l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Tout est là dans ce déplacement qui s'est produit dans ces années. Ma question de départ était donc un peu celle-ci. Est-ce qu'on peut voir dans l'œuvre, au fond, une certaine marque de cette culture américaine que l'on retrouve chez beaucoup de ces historiens des idées, jusqu'à Bénichou, justement. Est-ce qu'il y a dans ce comparatisme à très large ouverture de compas, l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, quelque chose de ce cosmopolitisme? L'article que
Paul Hazard consacre au volume d'hommage à Fernand Baldens-Perger, fondateur de la littérature comparée, porte sur la notion de cosmopolite. Et donc, je disais, au début, c'est quelqu'un qui travaille sur les lettres italiennes, Léopardi, bien plus que les lettres de l'Europe du Nord. Alors venons-en à cette crise de la conscience européenne, 1680-1715, pour, disons, peut-être vérifier ou infirmer cette hypothèse. Premièrement, je crois que, mais je l'ai déjà un peu fait, il faut souligner le parallèle avec le moment présent. Crise de la conscience européenne des années 20 et des années 30, et je l'ai déjà suggéré à travers la proximité avec Valéry et toutes les références à Valéry. On ne peut pas oublier que ce sont des hommes qui ont fait 50 guerres, dont la carrière a été interrompue par un grand trou à un âge très important, comme c'est son cas. Voici les premiers mots de... Ah, ben non, voilà, je vous montre simplement une lettre de Paul Hazard, témoignant de ses nombreux voyages transatlantiques, lettre à Edmond Farral, décembre 1936. Je suppose que c'est pour le féliciter d'avoir été élu administrateur du Collège de France. On voit comme je ne connais pas encore les détails de l'affaire. Je pense que ça a eu lieu dans un climat assez tendu qui était lié au gouvernement du Front populaire et à une division qui avait lieu à l'intérieur de cette institution. Mais voilà un bon témoignage de ce transatlantisme. Certains d'entre vous se souviennent de l'incipit de cette crise de la conscience européenne pour montrer ce que je qualifiais de dramaturgie. Quel contraste, quel brusque passage, la hiérarchie, la discipline, l'ordre que l'autorité se charge d'assurer, les dogmes qui règlent fermement la vie, voilà ce qu'aimaient les hommes du XVIIe siècle. Les contraintes, l'autorité, les dogmes, voilà ce que détestent les hommes du XVIIIe siècle, leurs successeurs immédiats. Les premiers sont chrétiens et les autres antichrétiens. Les premiers croient au droit divin et les autres au droit naturel. Les premiers vivent à l'aise dans une société qui se divise en classes inégales. Les seconds ne rêvent qu'égalité. Certes, les fils chicanent volontiers les pères, s'imaginent qu'ils vont refaire un monde qui n'attendait qu'eux pour devenir meilleur, mais les remous qui agitent les générations successives ne suffisent pas à expliquer un changement si rapide et si décisif. La majorité des Français pensaient comme Bossuet. Tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire. C'est une révolution. Voilà, c'est une phrase que, évidemment, on lui a beaucoup reprochée. C'est cette phrase avec laquelle on le pend. Les Français pensaient comme Bossuet, ils pensent comme Voltaire. Simplification, superficialité. C'est la phrase qui a été tellement condamnée, et en même temps, comme cette exagération n'est pas absolument antipathique, me semble-t-il. Et puis, voici la concentration sur le moment, puisque ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que, comme je le remarquais, il s'agissait d'un grand livre sur les penseurs du XVIIIe siècle, et puis il est devenu un livre sur une période de 35 ans, concentré, 1680-1715. Et voici ce qu'il écrit, c'est toujours dans la préface de ce livre. À ces traits, on reconnaît sans peine l'esprit du XVIIIe siècle. Alors j'ai mis cette phrase-là parce que c'est important de voir que esprit et conscience, les deux termes sont, comme je citais Valéry, la crise de l'esprit, crise de la conscience, c'est à peu près équivalent pour lui. Nous avons voulu montrer précisément que ces caractères essentiels se sont manifestés beaucoup plus tôt qu'on ne croit d'ordinaire. C'est donc toute la thèse qui est là. Tout se joue entre 1680 et 1715, qu'on le trouve tout formé à l'époque où Louis XIV était encore dans sa force brillante et rayonnante, qu'à peu près toutes les idées qui ont paru révolutionnaires vers 1760 ou même vers 1789 s'étaient exprimées déjà vers 1680. Alors une crise s'est opérée dans la conscience européenne entre la Renaissance, dont elle procède directement, et la Révolution française qu'elle prépare. Donc il y a l'esprit, c'est déjà celui de la Renaissance et de la Révolution des deux côtés, mais il y a ce moment tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle où cette crise de la conscience peut être située.
qu'elle prépare. Il n'y en a pas de plus importante dans l'histoire des idées. L'histoire des idées. À une civilisation fondée sur l'idée de devoir, les devoirs envers Dieu, les devoirs envers le prince, les nouveaux philosophes ont essayé de substituer une civilisation fondée sur l'idée de droit. Les droits de la conscience individuelle, les droits de la critique, les droits de la raison, les droits de l'homme et du citoyen. Alors ce qui est intéressant, c'est donc cette concentration sur cette période de 35 ans à partir d'un livre énorme. Et on ne peut pas oublier que la seconde œuvre posthume de Paul Hazard, beaucoup moins lue, c'est l'œuvre qui suit, qui a exactement le même plan, 3 volumes, qui s'appelle « Les penseurs du XVIIIe siècle ». Donc c'est une introduction, cette crise, au développement des penseurs du XVIIIe siècle. Alors pourquoi ces années-là ? Pourquoi ces années-là, en gros, de la révocation de l'édit de Nantes à la Régence dans le contexte français. Bon, le livre de Paul Hazard est construit de manière intéressante. On a donc 3 volumes. La crise, sa résolution, et le 3e volume, j'ai oublié de l'apporter, il est dans mon bureau parce que je ne l'avais jamais vu, parce que je ne l'avais jamais vu jusqu'à maintenant, parce que le 3e volume n'a jamais été reproduit dans les éditions courantes, les éditions de poche. Donc c'est ça aussi qui fait l'intérêt des 2 premiers volumes. Il n'y a pas de notes. C'est un roman. C'est un roman qu'on lit comme ça. Il n'y a aucun appareil critique. Et Paul Hazard avait conçu ce 3e volume qui donne les références, qui donne une abondante bibliographie, mais que je n'avais jamais vu puisqu'il n'est pas reproduit dans les éditions courantes. Et alors, quand on regarde un peu dans ce volume où se trouvent les références à cette période et à cette concentration, eh bien, c'est très intéressant puisque les références, ce sont Faguet, que je citais tout à l'heure, les études sur le XVIIIe siècle, c'est pourquoi je le citais, c'est important. C'est Brunetière, sur la formation de l'idée de progrès. Donc ce sont ces grands historiens de la littérature française du tournant du XIXe et du XXe siècle. Et c'est surtout Lançon, origine et première manifestation de l'esprit philosophique dans la littérature française de 1675 à 1748. C'est donc ces 3 références, mais je dirais surtout Lançon, pour la partie française qui est à l'origine de cette thèse. C'est intéressant parce que c'est un livre que Lançon n'a jamais publié. C'était son cours, et comme les cours étaient publiés à l'époque, il est publié en feuilleton dans des livraisons de la revue des cours et conférences entre 1907 et 1910, et c'est seulement aux États-Unis que le volume a été publié. On a recueilli ce feuilleton en 1973, bien après. Et Paul Hazard dit de cet ouvrage, où il y a au fond le ferment de sa thèse, il a signalé le travail qui s'est accompli dans la conscience française, et même, dans une certaine mesure, dans la conscience européenne, bien avant l'époque qu'on assigne habituellement au règne des Lumières. Et c'est ainsi qu'un ouvrage sur les grands courants de la pensée européenne au XVIIIe siècle est devenu un ouvrage sur la crise de cette conscience, avec, je voudrais citer un 3e moment de cette préface, puisque c'est aussi ce qu'on a retenu pour le pendre. Ce n'est pas tout, en étudiant la naissance des idées, ou du moins leur métamorphose, prudence, en les suivant le long de leur route, dans leur faible commencement, dans la façon qu'elles ont de s'affirmer et de s'enhardir, dans leur progrès et dans leurs victoires successives et dans leur triomphe final, toute cette courbe magnifique, on en arrive à cette conviction profonde que ce sont les forces intellectuelles et morales, non les forces matérielles, qui dirigent et qui commandent la vie. Alors, je crois que quelqu'un a cité cette phrase hier, je ne sais plus qui, mais l'idée que ce sont les forces intellectuelles et morales, non les forces matérielles, qui dirigent et commandent la vie, contre une vision matérialiste de l'histoire. Alors ce terme de conscience que Paul Hazard utilise, il n'y a aucune
considération ni de méthode ni de définition. On entre in medias res après 3 courtes pages de préface que je vous ai à peu près intégralement résumées. On entre immédiatement dans ce terme de conscience. Qu'est-ce que cette conscience européenne ? Là aussi, il me semble qu'il y a quelques références qui permettent de le comprendre. J'ai évoqué Valéry. Le mot « esprit » est utilisé à de nombreuses reprises. Dans les références que Paul Hazard donne dans ce volume complémentaire bibliographique, on trouve Léon Brunswick, Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, ouvrage de 1927 qui clairement l'inspire, avec l'idée de situer Spinoza, incompris sur le moment, à un moment capital. Plus tard, on verra dans l'apparition de l'éthique un moment capital dans l'histoire de l'Occident. Et c'est pourquoi il renvoie à Léon Brunswick. Alors cette conscience, c'est une conscience réflexive, et c'est une conscience qui, au fond, définit l'Europe. L'Europe, c'est la conscience. C'est à peu près ça à quoi Paul Hazard arrive, puisque dans tout ce cheminement, ce que l'on voit, c'est la découverte de la conscience par elle-même. Par exemple, quand il parle de Locke, qui est un moment crucial de son second volume et de ce cheminement, voir s'élaborer la pensée humaine et voir s'édifier du même coup les croyances qui permettent à l'homme de mener une heureuse vie avec la conscience qu'il n'est rien, science, moralité et art, qui ne viennent de ses propres opérations. C'est la conscience de l'homme européen qui apparaît peu à peu. Par exemple, c'est cette sorte de réflexivité de la conscience. De Richard Simon, il dit « Ce qui leur manquait le plus, c'était la conscience de la révolution qu'ils prétendaient accomplir. » Et dans la conclusion sur la psychologie de l'Europe, on peut lire ceci: « Tels sont les changements qui se sont opérés sous nos yeux, telles sont les idées et les volontés qui, dès avant la fin du XVIIe siècle, ont pris conscience d'elles-mêmes et se sont unis pour constituer la doctrine du relatif et de l'humain. Tout est prêt, Voltaire peut venir. » Et il y a donc cette conclusion, voici quelques mots de la conclusion, qui nous donne ce sentiment de l'Europe, c'est la conscience. Qu'est-ce que l'Europe ? Une pensée qui ne se contente jamais, sans pitié pour elle-même, elle ne cesse jamais de poursuivre 2 quêtes, l'une vers le bonheur, l'autre qui lui est plus indispensable et plus chère, vers la vérité. À partir de la Renaissance, un besoin d'invention, une passion de découverte, une exigence critique si manifeste qu'on peut y voir les traits dominants de la conscience de l'Europe. Il y a donc une idée qui en vient à, au fond, identifier conscience et Europe. Dès la conscience, dans la 3e phrase, et la conscience européenne se remet à sa recherche perpétuelle, commence une crise si rapide et si brusque qu'elle surprend. Ce sont les derniers mots avec cette citation de Leibniz. Alors bien sûr, tout cela a été largement critiqué, je le disais, comme superficiel, comme trop attaché aux quelques grands penseurs, comme manquant toute dimension d'histoire sociale, comme croyant à une existence autonome des idées comme force essentielle de l'histoire, conçue par quelques penseurs, puis diffusée dans la société sans dire comment, sans explication sociologique de la transformation de la conscience européenne. Autre grief, cela reste de l'histoire littéraire, de l'histoire des idées littéraires, et par exemple la pensée économique qui a été transformée au même moment où la pensée stratégique n'est pas prise en compte.
Je voudrais revenir à une ou deux de ces critiques, mais je voudrais d'abord évoquer, puisque ça a été fait hier à propos d'Étienne Gilson, le témoignage de Maurice Alvax, lorsqu'il était candidat au Collège de France en 1942. Bon, il est lui aussi quasi de la même promotion qu'à l'École normale. Ce sont des contemporains. Alvax est né en 1877, Hazard en 1878. Il lui rend donc visite en 1942. Et tout cela, toute cette entreprise très large d'Hazard est résumée comme ceci par Maurice Alvax à la sortie de son entretien. En réalité, il fait simplement des cours de littérature française, dans un cadre très classique, avec un peu de fantaisie. Donc, au fond, ce n'est jamais que du Corneille et du Racine, et puis la fantaisie, c'est de citer, je ne sais pas moi, je parlais l'autre jour à quelqu'un qui me disait, Alain Ponce, ami, qui me disait, mais Paul Hazard est l'un des premiers qui ait sérieusement de parler de Vico en France. Mais ça, c'est de la fantaisie. Bon, avec un peu de fantaisie, c'est un rigolo du Mos. Hein, un rigolo, Mos, alors bien sûr, j'ai évoqué hier à propos de l'exposé sur Étienne Gilson, Hazard était hostile à la sociologie. Hazard était lui aussi sans doute un anti-moderne. C'est ce conflit disciplinaire qui est sous-jacent à cette opposition entre Mauss, Alvax d'un côté, et je dirais Gilson, Hazard et Valéry de l'autre. C'est ça qui est présent. Et Alvax poursuit, très habile, il peint le portrait d'un arriviste, très habile, sachant nager, a eu de grandes ambitions littéraires et souffre de n'être pas, ayant publié quelques romans, connu comme grand écrivain. Paul Hazard a en effet publié un roman pendant la guerre de 14. Bon, beaucoup d'intellectuels ont publié d'autres choses pendant la guerre de 14, puisque entre 14 et 19, ils ne pouvaient pas se livrer à des travaux érudits, donc ils ont publié des ouvrages. Et il est vrai que Paul Hazard a publié 2 livres que je n'ai pas lus, il faudrait que je les lise si je m'intéressais sérieusement à lui. L'un qui s'appelle « La ville envahie », puisqu'il était originaire du Nord, et c'est probablement un texte intéressant, puisqu'il y a très peu de textes sur le Nord sous occupation allemande. Et lui, il était séparé de toute sa famille qui était dans le Nord, donc c'est probablement un livre d'imagination sur ce qu'était le Nord allemand. Puis il a écrit un autre livre autobiographique, je crois, qui s'appelle « Maman », publié en 1918, mais je ne le connais pas. Puis il continue, Alvax, peu consciencieux d'ailleurs, réactionnaire, sournois, par arrivisme. À Strasbourg, il a fait un soir, quand il était encore à la Sorbonne, une conférence sur Stendhal où il essayait d'accabler, de ridiculiser et de rabaisser son auteur. Il a vécu, il a écrit, il a aimé. 3 mots italiens susurrés d'une voix onctueuse et chantante, 3 parties, 3 refus d'admettre qu'il ait vécu d'une vie heureuse. Tout ce qu'il y avait de clérical à Strasbourg était là. Après la conférence, nous avons causé un peu. Il m'a dit « Je n'aime pas Stendhal ». Bon, tout ça est relativement invraisemblable puisque Paul Hazard a écrit une biographie de Stendhal. Paul Hazard, comme italianiste, aimait nécessairement Stendhal. Il est l'auteur d'une biographie de Stendhal chez Gallimard. Et Paul Hazard, si vous avez lu un tant soit peu son apologie du XVIIIe siècle de la raison et des Lumières, était clairement anticlérical. Fils d'instituteur, il n'est pas nullement soupçonnable de ce cléricalisme. Et là-dedans, rien sur l'œuvre réduite à la fantaisie. Je poursuis, un petit homme et un faucheton. Je déclare d'ailleurs que ce jugement que je porte ici est presque entièrement tendancieux et a priori, que je ne connais par expérience personnelle et contact direct ni l'intelligence ni le caractère de Hazard, mais il y a dans son cas trop d'arrivisme nonchalant et cynique. Il m'apparaît comme l'intendant intellectuel d'un monde sans grandeur, de cercles décomposés et de ce qu'il y a de plus périmé dans la bourgeoisie à son déclin. Voilà ce que les professeurs du Collège de France écrivent dans leur campagne
J'imagine que certains écrivent cela sur nous. Mais voilà. Alors, raison de cette hostilité, je le dis, il y a la raison disciplinaire, hein, qui est assez claire. Il y a probablement l'élection de Paul Hazard à l'Académie française au début de 1940, le 11 janvier 1940. Il n'a jamais été reçu, puisque la guerre a été aussitôt déclenchée, et il est mort en 1944, donc sans avoir été reçu à l'Académie française. Je le signalais hier, dans cette élection, il votait pour Henri Gouillet, qui était l'adversaire d'Alvax, présenté par Gilson. Je crois que c'est un peu sévère et que, même si Paul Hazard était clairement ambitieux et probablement avait une tête peu politique, il faut signaler qu'en 1940, bon, il a été mobilisé en 1939. Ayant déjà fait 50 guerres, il est de nouveau mobilisé en 1939. Il est lieutenant-colonel à l'époque, et il est mobilisé, ce qui n'est tout de même pas inintéressant, il est mobilisé au Commissariat général à l'information de Jean Giraudoux. Donc il est de 1939 à juin 1940 dans la propagande à l'étranger. Et je trouvais voilà, une lettre en tête de la présidence du Conseil, Commissariat général à l'information, service de l'information à l'étranger, sous-section groupements internationaux, signé de Paul Hazard. Donc il est dans la propagande en 1939 et 1940 avec Giraudoux et un certain nombre d'autres personnalités tout à fait honorables, hein, comme Julien Quint ou comme Louis Jox ou un certain nombre d'autres, souvent anciens normaliens. Il écrit des articles, il est très proche de l'Angleterre, et il écrit des articles en 1938 et en 1939 pro-anglais. Et en 1940, il part, en juin 1940, il descend à Bordeaux, comme la plupart des fonctionnaires. Et bon, c'est assez intéressant, puisque de Bordeaux, vous savez qu'un certain nombre de ces personnalités partiront au Maroc, comme Julien Quint sur le Massilia. Hein. Que fait Paul Hazard en juin 1940? Il va à Lisbonne, puisqu'il doit aller à Columbia faire ses cours à l'automne. Donc il part pour Lisbonne, et voilà une lettre où il raconte son voyage à Farah, l'administrateur du collège, son voyage pour Lisbonne, avec toutes les difficultés. Puis de là, fin de la lettre, il embarque pour New York. Et alors ce qui est assez effectivement curieux, c'est qu'à la fin de son enseignement à New York, de l'automne 40, donc de septembre à décembre 40, il reprend le bateau en janvier 41 pour revenir à Paris, malgré les objurgations de ses collègues de Columbia, qui lui disent que c'est une aberration. Il prend le bateau de New York à Lisbonne, il traverse le Portugal, l'Espagne, et ce qui montre, il faut toujours voir la grande confusion de cette période en France, il faut toujours penser à ça. Que fait-il? Il va droit à Vichy. À Vichy, il déjeune avec son confrère de l'Académie française, qui est le chef de l'État français, en février 1941. Et que fait le chef de l'État français? Il le nomme recteur de l'Académie de Paris, le 15 février 1941. Alors vous vous souvenez peut-être de l'histoire du rectorat de l'Académie de Paris pendant la guerre. Le recteur de l'Académie de Paris en 1940, c'était Gustave Roussy, le médecin, un grand médecin, qui a été démis à la demande des Allemands après le 11 novembre 1940 et les manifestations des étudiants. À la suite de la démission, de la fermeture des universités, il n'y a plus de recteur de Paris, et c'est Jérôme Carcopino, qui était le directeur de l'École normale supérieure, qui a été recteur de l'Académie de Paris intérimaire du 15 novembre 1940 jusqu'au 15 février 1941, quand Paul Hazard a été nommé recteur de l'Académie de Paris. Et comme vous vous en souvenez peut-être, le ministre de l'Instruction publique, je ne sais pas si on s'appelait encore de l'Éducation nationale, de Vichy, c'était Jacques Chevalier, le bergsonien. Et quelques jours plus tard, le 23 février 1940, c'est Carcopino qui devient ministre de l'Instruction publique. Bon, Paul Hazard est donc nommé recteur de l'Académie de Paris par Pétain
le 15 janvier 1941. Les Allemands refusent, puisqu'il était à la propagande encore 6 mois plus tôt. Et voici ce que les Allemands écrivent, ce qui est écrit comme H. Carcopino. Nous ne pouvons admettre qu'un poste d'une telle importance soit dévolu à une personnalité qui, à votre ministère de l'Information, pendant les mois de guerre de 1939 et 1940, a déployé contre l'Allemagne une aussi débile propagande. Et il est coincé à Lyon. Il ne sera jamais recteur de Paris. Les Allemands refuseront qu'il traverse la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée avant août 1941. Et il recommencera ses cours au Collège de France. Mais on peut ajouter que pendant toute la guerre, dans les années qui suivent, Paul Hazard est très proche de Valéry et de Georges Duhamel, c'est-à-dire qui sont assez proches de la résistance, et que le dernier article de Paul Hazard, qui est un article publié posthumement et clandestinement, est un article intitulé « Pour que vive l'âme de la France » en avril 1944, article qui est repris en septembre 1944 dans une revue intitulée « Résistance ». Et Paul Hazard a une nécrologie qui est rédigée dans les lettres françaises par Claude Morgan, c'est-à-dire par le Comité national des écrivains. Je voulais le lire parce que c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est un conservateur, c'est un anti-moderne, comme nous pouvions dire tout à l'heure, mais qui, dans tous ces épisodes, je dirais, est proche de la résistance durant cette période. Je voudrais aller rapidement, très rapidement, parce que je parle déjà depuis longtemps, je crois, à quelques critiques. J'ai évoqué celle de Mornay, puisqu'au fond, Mornay, dès 1935, dans son compte-rendu de la crise de la conscience européenne, dans la revue d'histoire littéraire de la France, avait déjà dit à peu près tout ce qu'il fallait, en prenant avec beaucoup de prudence, puisqu'il disait « J'ai moi-même publié un livre sur les origines intellectuelles de la Révolution française où la méthode n'est pas la même. » Et donc, il était prudent en disant « Ce n'est pas ma méthode que je défends contre celle de Paul Hazard. » Et je crois que c'est important parce que ce sont, au fond, les deux œuvres importantes de cette période d'histoire des idées. Il lui reproche sa méthode de simplification esthétique. C'est ça. C'est un livre d'esthète et il demande dans quelle mesure ce qui a été incontestablement la crise d'une élite de conscience européenne a-t-il été la crise de la conscience et non de certaines consciences. Donc cette crise incontestable a été seulement, dit-il, celle de quelques consciences d'élite, et le XVIIIe siècle n'est pas réalisé en 1715. Doctrines et aspirations sont alors incapables d'agir profondément, dit-il. Et il en conclut, M. Hazard a préféré simplifier, il n'a payé cela d'aucune erreur. C'est une simplification, mais la thèse reste juste. Et je vois bien ce qu'il y a gagné, cette clarté surprenante, cette aisance souveraine, cette élégance qui est un enchantement. Peut-être un mot de la méthode de Mornay, si vous ne l'avez pas à l'esprit. Quelle était la méthode de Mornay ? C'était une méthode qui était, au fond, déjà celle de l'histoire quantitative, puisque Mornay s'intéressait aux origines, pour s'intéresser aux origines de la révolution intellectuelle de la Révolution française, s'intéressait aux œuvres mineures. Précisément, c'est ça la grande différence entre eux. Il ne s'intéresse qu'aux mineurs qui éblouirent les contemporains et permettent de reconstituer l'influence sur une époque. Et le grand apport de Mornay, le grand apport qui reste très important, c'est l'analyse des bibliothèques privées et des inventaires après décès. Mornay se fonde sur ces données sérielles pour préciser les origines de la Révolution et réfuter l'influence des philosophes. On se souvient de sa découverte dans les inventaires après décès, bien qu'on ne trouve, à travers les centaines d'inventaires après décès qu'il a consultés, il a trouvé un seul contrat social. Et il en tire la conséquence du peu d'influence du contrat social. C'est une thèse qui a été réfutée par Robert Darnton
qui a souligné que le contrat social, peut-être qu'il valait mieux ne pas le faire figurer dans les inventaires après décès. Mais en tout cas, vous voyez là deux méthodes qui sont clairement opposées. Et je voudrais dire qu'en tout cas, Daniel Mornay dit déjà, peut-être que la méthode est simplificatrice, mais la thèse reste juste. Je retrouve la même conclusion dans l'ouvrage de Daniel Roche sur la France des Lumières, qui dit ainsi, qui dit bon, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit, oui, c'est ça, la généralisation est périlleuse, l'exagération est propre, mais il reste vrai que jamais auparavant un message de libération n'avait été aussi fortement exprimé. Puis je voudrais dire quelques mots en terminant du conflit latent avec Michel Foucault. On a parlé ce matin des neveux de Taine, et Pascal Angèle plaçait Michel Foucault parmi ses neveux de Taine. D'une certaine façon, il y a aussi chez Michel Foucault une dimension de neveu ou de fils bâtard de Paul Hazard. Lorsque Les mots et les choses ont été publiés, la comparaison avec la crise de la conscience européenne est explicite. Elle est explicite, par exemple, dans un article de Raymond Bellour, dans les Lettres françaises de 1966, compte rendu des mots et les choses, où Raymond Bellour écrit, j'en avais parlé quand j'avais fait mon cours sur 1966, il y a quelques années, alors que la plupart des intellectuels communistes s'opposent à Michel Foucault. Dans les Lettres françaises, Raymond Bellour écrit que les mots et les choses frappent d'une étrange ancienneté les livres qu'étudiants on nous donna pour Bible dans les bibliographies. Cette crise de la conscience européenne de Paul Hazard, par exemple, si riche, etc. Donc elle est frappée d'obsolescence par les mots et les choses, et au fond, il y a un désaveu dans les mots et les choses, à la fois de la thèse même de Paul Hazard, puisque dans les mots et les choses, il n'y a pas de crise et pas de rupture qui correspond aux années 1690-1715. Pour Michel Foucault, il ne se passe rien dans ces dates-là. Et puis, bien sûr, aussi du point de vue de la méthode, puisque Hazard se contente d'un discours sur les grands acteurs par opposition à la recherche d'une structure sous-jacente à tous les systèmes. Et Michel Foucault, dans le compte-rendu qu'il donne de l'ouvrage de Cassirer, de la traduction de la philosophie des Lumières de Cassirer, en juillet 1966, dans la toute jeune quinzaine littéraire, revient sur Paul Hazard, et voici ce qu'il écrit. Donc il reprend lui-même à son compte cette dénonciation de Paul Hazard à propos de son apologie de Cassirer. Nous autres Français, nous ne nous sommes pas encore débarrassés des prestiges de la psychologie. Une culture, une pensée, c'est toujours pour nous la métaphore d'un individu. Cette formule qui a été reprise à peu près partout, la métaphore d'un individu, cette histoire réduite à la métaphore d'un individu. Il nous suffit de transposer à l'échelle d'une époque ou d'une civilisation ce que dans notre naïveté nous croyons valable pour un sujet singulier, un siècle aurait, comme tout un chacun, des opinions, des connaissances, des désirs, des aspirations. Paul Hazard, à l'époque de Cassirer, décrivait la crise de la conscience européenne. Et puis un peu plus loin dans l'article, conclusion, sans doute faudra-t-il, ce sera notre tâche, nous libérer de ces limites qui rappellent encore fâcheusement les traditionnelles histoires des idées. Donc à Paul Hazard, Michel Foucault oppose Cassirer, mais fait aussi une critique de Cassirer, puisque la formule finale s'adresse aussi à Cassirer. Alors il fait l'éloge de Cassirer, parce que Cassirer découvre comme objet de son enquête l'unité profonde de la pensée et du discours. Au fond, ce sont les termes mêmes. Ce que Foucault loue chez Cassirer, c'est ce que Foucault fait dans Les mots et les choses. Mais la réserve qu'il exprime à l'égard de Cassirer, c'est que Cassirer est encore limité
en accordant la primauté à la philosophie et à la réflexion, et cela il le partage avec Hazard, alors que Foucault dit qu'il faut éviter ces formes redoublées de la pensée, et c'est à cela que s'adresse la dernière remarque. Donc pour Cassirer contre Hazard, mais il faudrait peut-être ajouter à ceci que la philosophie des Lumières de Cassirer figure dans la bibliographie de Hazard. Hazard n'ignorait pas Cassirer dans ses publications. Bien sûr, c'est une affaire non réglée, que ce rapport, enfin, je pense que vous allez revenir sur cette affaire, ce rapport non réglé de Michel Foucault avec l'histoire des idées et avec Paul Hazard, puisque cela revient dans l'archéologie du savoir, dans cette page de l'archéologie du savoir dont vous avez mis une citation dans le programme, où Foucault dit, et c'est une page là encore très très dramatisée, avec exactement une rhétorique de la dramatisation. Ne me suis-je pas logé très exactement dans cet espace qu'on connaît bien depuis longtemps sous le nom d'histoire des idées? Au fond, je ne suis peut-être qu'un historien des idées, mais honteux, ou comme on voudra, présomptueux, un historien des idées qui a voulu renouveler de fond en comble sa discipline, qui a désiré sans doute lui donner cette rigueur que tant d'autres descriptions assez voisines ont acquises récemment, mais qui, incapable de modifier réellement cette vieille forme d'analyse, incapable de lui faire franchir le seuil de la scientificité, déclare pour faire illusion qu'il a toujours fait et voulu faire autre chose, tout ce brouillard nouveau, pour cacher qu'on est resté dans le même paysage. Et il y a 2 pages qui suivent, peut-être que vous les commenterez demain, je ne sais pas, 2 pages qui suivent, où Michel Foucault dramatise encore les choses en disant qu'il ne prendra pas un instant de repos avant qu'il n'ait su se séparer de cette histoire des idées traditionnelles. Mais on peut dire que de cette histoire des idées traditionnelles, il ne s'est jamais séparé, puisqu'en 1983 et 1984, les derniers entretiens de Michel Foucault portent encore sur la définition de l'histoire de la pensée, cette fois dans les mêmes termes, et avec la difficulté de se séparer de cette histoire de la pensée. Alors, quelques mots de conclusion. Je pense que mon titre n'était pas absolument juste. Je n'ai pas trouvé d'éléments de l'incidence de ces nombreux séjours transatlantiques dans la formation de cette pensée. Mais je n'ai pas eu la chance, comme vous, d'aller voir les manuscrits. Vous le verrez avec les manuscrits de Foucault demain. Je ne sais donc pas, au bout du compte, si, par exemple, Paul Hazard a fait quoi que ce soit de Lovejoy ou de ses contacts avec les historiens des idées américains, dont, du point de vue de la méthodologie, rien n'apparaît dans les textes. En revanche, je suis assez convaincu par ce que j'ai vu comme ce rapport avec Paul Valéry, dans la définition de la crise de la conscience, ou avec Lançon, dans la définition du moment crucial. Et il me semble que, comme le reconnaissait Daniel Mornay et beaucoup plus tard Daniel Roche, la thèse fondamentale de Paul Hazard sur ces années, malgré la superficialité dont certains ont pu l'accuser, c'est une thèse qui reste juste. Et dans l'édition récente américaine de The Crisis of the European Mind, qui vient d'être publiée aux États-Unis, il y a une préface d'Anthony Grafton, qui a été citée ce matin, qui va en effet dans le sens de la justesse de cette thèse encore aujourd'hui. Merci.